Bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien sur France 3 Lorraine qui ce soir bouleverse ses programmes et se met à l'heure des législatives. Car oui, nous votons les 12 et 19 juin prochains. Non pas pour élire notre futur Premier ministre, mais pour élire 577 députés. Un par circonscription. Ce soir, on s'intéresse à la 6e de Meurthe-et-Moselle, de Pont-à-Mousson à Jarny. Qui pour siéger à l'Assemblée nationale et surtout pour quel programme? On en parle avec 5 des principaux candidats. Ergun Toparslan de la majorité présidentielle, Jeanne Amann de Reconquête, d'Éric Zemmour, Anthony Boulogne, candidat pour le Rassemblement national, Caroline Fiat de la France insoumise et qui représentait la Nouvelle Union populaire, et enfin Jonathan Richier des Républicains. Alors bonsoir à tous, merci d'être là. Un tirage au sort réalisé juste avant ce débat a décidé d'un ordre de passage pour la première intervention pour laquelle je vous ai demandé à tous de préparer une petite citation dans laquelle vous vous retrouvez, manière aussi pour les téléspectateurs qui nous regardent, d'en apprendre un peu plus sur vous, sur votre pensée. C'est vous, Ergun Toparslan, qui est arrivé en tête de ce tirage au sort, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi ? J'ai choisi une citation de Cervantes qui dit « Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été ». Parce que je pense qu'il est important, dans toutes les actions qu'on entreprend dans sa vie, d'être fidèle à l'enfant qu'on a été, au rêve de l'enfant qu'on a été, et surtout, quand on prend des décisions, se rappeler l'impact que ces décisions peuvent avoir pour les générations à venir. Et c'est ce qui a motivé votre engagement politique ? Depuis longue date. Jeanne Amann, et vous ? Alors j'aurais pu prendre le proverbe d'Éric Zemmour, impossible n'est pas français, mais j'ai plutôt choisi une citation de Franz Liszt en 1837. C'est important de resituer cette citation. Qui est ceux qui tiennent en leurs mains le sort des nations oublient que la résignation ne saurait être longtemps la vertu des masses, et que quand le peuple a gémi longtemps, on l'entend rugir tout d'un coup. Et je pense à la situation actuelle où on a une France qui est vraiment fracturée. Cette citation, à mon avis, commence à prendre tout son sens, surtout en 1837, quand on voit ce qui s'est passé après. Merci beaucoup. On va en reparler de toute façon de cet engagement politique et de ce qui fait que vous êtes sur ce plateau ce soir. Anthony Boulogne, vous pour le Rassemblement national, quelle citation avez vos faveurs ? Eh bien écoutez, je choisis une citation de Coluche, parce que j'aime l'humour. Coluche qui disait « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Et je pense que ça va un petit peu se prouver ce soir et je vais le défendre avec mes convictions. Très bien. Caroline Fiat, à vous ? Alors moi, c'est un proverbe mexicain qui dit ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Et je trouve qu'un peu d'espoir dans un monde morose, c'est très important. Enfin, Jonathan Richier, et vous ? Alors j'ai choisi une citation de Churchill. C'est quelqu'un qui était réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et qui disait « On vit de ce que l'on obtient, on construit sa vie sur ce que l'on donne ». Je suis un enfant de la République, issu d'une famille ouvrière et la République m'a beaucoup donné, des personnes m'ont beaucoup donné. Aujourd'hui, je veux donner à notre territoire. Alors je remarque que ce sont uniquement des hommes qui vraisemblablement gouvernent la pensée, de grands hommes, pas de grandes femmes, des sages, des combattants. C'est potentiellement ce que vous pouvez aspirer à devenir, tous, devenir députés. Ça n'est pas rien, être élu. Comment et pourquoi faire ? On en parle dans la première partie de ce débat. Caroline Fiat, vous êtes la députée sortante de la France insoumise, candidate donc, de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. La NUPES, on va partir pour ça. Il y a 5 ans, vous étiez toujours présentée comme la première aide-soignante présente à l'Assemblée nationale. Depuis, vous avez, entre autres, été élue aussi au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, en plus de la députation. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus utile en politique qu'à l'hôpital ? Non, ça veut dire qu'on est utile partout. Je rappelle que pendant la pandémie, j'ai remis la tunique. Il est important d'entendre les voix de tout le monde et... C'est anormal que j'ai fait le buzz en étant la première aide-soignante en 2017 à rentrer dans l'hémicycle. Tout le monde doit faire de la politique. C'est une affaire de tous, la politique. Et on a besoin de pouvoir entendre la voix des soignants qui crient leur détresse depuis 15-20 ans. C'est-à-dire que le procès qui vous est fait à la fois d'avoir maintenant 2 mandats, vous le balayez sur l'autel, justement, de cette accroche locale ? Alors, écoutez, s'il y a un procès, moi, je ne l'ai pas entendu. Et il y a un dossier Certains disent que le cumul des mandats, et a fortiori de multiplier, fait qu'on a moins de temps pour
travailler sur... Mais il y a des dossiers importants, dont un qui me tient vraiment à cœur, c'est le dossier des EHPAD. Et tout le monde a conscience que 2 tiers sont gérés par l'État et 1 tiers par le département. Donc, il y avait une forme de cohérence dans c'est votre, très cohérent, dans votre engagement. Tout à fait que je m'occupe aussi du territoire ainsi que des dossiers nationaux. Anthony Boulogne, vous, du Rassemblement national, votre parti est arrivé en tête au premier et second tour de la présidentielle dans la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle, une aubaine électorale. Sauf que Marine Le Pen, elle a refusé toute union avec le mouvement Reconquête, ici représenté par Madame Amann. Vous ne regrettez pas cette décision, vous ? Non, on ne regrette pas cette décision. C'est un choix aussi de notre part et aussi de l'attitude de Reconquête durant toute cette campagne électorale vis-à-vis de Marine Le Pen, qui était la présidente de notre parti avant. Donc non, il n'y a pas de regret. On n'allait pas prendre le risque potentiellement de faire élire des députés qui auraient voté la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, 64-65 ans. Madame Amann, vous le regrettez que cette union n'ait pas eu lieu ? À l'instar d'Éric Zemmour. On le regrette, tout à fait. On le regrette. On trouve ça tout à fait dommage. Maintenant, dire qu'on ne peut pas faire l'union, tout ça uniquement à cause du point des retraites, il y avait suffisamment de points qui nous unissaient à côté pour qu'on puisse arriver à un accord. Bon, sur quel point vous vous sentez d'accord avec le Rassemblement national a décidé autrement. Bon, c'est tout. Je pense qu'on avait quand même des thèmes qui étaient en commun sur l'identité, sur l'immigration sauvage à laquelle on est confronté aujourd'hui. Il y avait vraiment moyen de se rassembler. Bon, c'est un choix unique de Madame Le Pen, elle seule qui décide pour tout son parti, et voilà, c'est tout. Nous prenons acte. C'est un choix de ligne aussi. Éric Zemmour a bien fait le choix d'attaquer Marine Le Pen tout le long de cette campagne. Il n'a pas attaqué vraiment Emmanuel Macron. Donc nous, le choix était clair. On part avec nos candidats du Rassemblement national, nos idées qu'on a portées durant toute cette campagne présidentielle, et notamment du pouvoir d'achat. Donc on part avec nos thèmes et nos candidats. Vous n'avez pas beaucoup attaqué Emmanuel Macron non plus. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, depuis, elle est totalement absente. On ne la voit plus. Oui, Éric Zemmour est à Saint-Tropez, excusez-moi. On aura donc une candidature à la fois pour le Rassemblement national et une pour le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour. Jonathan Richier, vous pour les Républicains. Alors vous êtes un ancien radical, comme Laurent Hénart, le maire de Nancy par exemple, des radicaux qui sont désormais des soutiens de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Vous avez décidé de partir seul avec les Républicains. Pourquoi cette dissidence et finalement ne réduit-elle pas à néant vos chances d'être élu quand on regarde le score de Valérie Pécresse à la présidentielle ? Il n'y a pas de regret un petit peu ? Non, pas du tout. C'est une question de valeur. Les radicaux ont toujours été unis avec la droite. Depuis mon engagement politique, à l'époque, il y avait même la double affiliation, que ce soit dans les élections locales, municipales, départementales, régionales. J'étais sur la liste de Jean Rottner et je salue Jean Rottner pour son soutien. Il me soutient dans le cadre de cette campagne. On a toujours été unis. Et là, pour des accords quelconques, dont on n'a pas mais vous auriez pu être unis cette fois-ci aussi. Dont on n'a pas le fond. C'est parce que aussi, moi, je ne me retrouve pas dans le projet d'Emmanuel Macron. Je ne me retrouve pas dans son bilan et je ne me retrouve pas dans ce qu'il propose. Enfin, ce qu'il propose, après, on ne sait pas trop ce qu'il propose. C'est un agglomérat de partis et de personnalités. Donc moi, je ne regrette pas du tout. Je suis resté fidèle à mes valeurs. Si le Parti radical, mon ancien parti, a décidé d'aller vers la gauche, enfin, c'est son choix. En tout cas, moi, je reste dans cette union de la droite et du centre. Ergun Toparslan, vous pour la majorité présidentielle. Elisabeth Borne, Première ministre, appartient à votre formation, Territoire de progrès, je précise pour les téléspectateurs, d'anciens socialistes engagés auprès d'Emmanuel Macron. 6 ministres de votre mouvement y sont intégrés. Alors a priori, de bonnes nouvelles. Eh bien, sauf que la prise de guerre à droite, Damien Abad, a déjà terni l'image de ce nouveau gouvernement, accusé de viol, moins d'1 semaine après sa nomination. Et c'est déjà très compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, pas du tout. Ce qui est mis en place à travers ce gouvernement, c'est le projet de dépassement politique d'Emmanuel Macron. Moi, je parle précisément du cas de Damien Abad. Je vais venir sur le cas de Damien Abad. Après, aujourd'hui, on est face à une situation où une personne est attaquée sur la base d'accusations. Il n'y a pas de mise en examen ni de jugement qui le concerne. Nous, notre gouvernement, il a un bilan en ce qui concerne les violences contre les femmes et pour tout type de violence. Donc aujourd'hui, on va continuer cette action-là dans la lignée de ce que nous propose avec la candidature d'Emmanuel Macron. Et dans le gouvernement, on a ce dépassement politique qui a montré son efficacité. C'est pas le dépassement politique qui me questionnait. Compris, mais c'est pour expliquer aussi que des femmes et des hommes qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, qui viennent du centre, arrivent à se rassembler pour former. C'est pas une épine dans le pied, le cas Damien Abad ? Absolument pas. Absolument pas, parce qu'aujourd'hui, on reste uniquement sur des accusations qui concernent des prises de parole et un article qui a été fait là-dessus. Évidemment, c'est un sujet sensible. Évidemment, la société aujourd'hui, notamment après MeToo, porte un regard important là-dessus. Mais il ne faut pas non plus qu'on puisse remplacer la justice de notre pays. Et si, on espère la pas... parole des femmes, malgré tout ?
La parole des femmes doit être libérée, évidemment, on va la soutenir jusqu'au bout. Respecter, mais on doit respecter également la parole de la justice et laisser la justice agir dans notre pays. On règle ça sur le terrain de la justice. Merci à tous pour ce premier tour de table. Alors les enjeux ne manquent pas, on ne pourra pas tous les décliner sa session. Nous avons choisi le pouvoir d'achat, la transition écologique et l'hôpital comme symbole des difficultés des services publics. Commençons par le pouvoir d'achat, thème central de cette campagne, alors que l'inflation dépasse désormais les 5% sur un an. Et cela touche directement les habitants de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle, celle où vous êtes tous candidats. La proportion d'employés, d'ouvriers est plus importante que la moyenne nationale. Regardez ces chiffres, ils viennent de l'INSEE. Plus d'ouvriers dans la 6e circonscription que la moyenne nationale. Les chiffres vont apparaître. Beaucoup moins de cadres supérieurs. Les chiffres qui concernent la 6e circonscription sont en jaune. Des populations touchées de plein fouet par la hausse des prix. On entend beaucoup en ce moment, chèque alimentaire, blocage des prix, hausse des salaires. Toutes les formations politiques sont d'accord sur le constat. Boucler les fins de mois, c'est difficile pour les petits revenus. Je me tourne vers vous, Caroline Fiat. Vous pourriez, vous, voter un chèque alimentaire, même si le projet était porté finalement par une autre formation politique? Eh bien non. J'ai pas à attendre que de temps en temps, quelqu'un décide, peut-être parce que les Français sont un peu trop en colère ou je ne sais pas, qu'on me donne 50 € pour remplir mon frigo. J'ai besoin de gagner dignement ma vie et tous les mois. J'ai besoin de savoir tous les mois combien je vais avoir sur ma fiche de salaire. C'est pourquoi nous proposons un SMIC à 1 500 € net, une convention avec les employeurs pour discuter de la revalorisation salariale dans notre pays, pour que les Français n'aient pas à attendre qu'un chèque tombe de temps en temps pour pouvoir peut-être ou pas se nourrir. C'est pas difficile à assumer de ne pas voter, par exemple, même si effectivement je comprends la démarche qui est de revoir les choses plus globalement, de ne pas voter pour quelque chose qui pourrait aider les gens directement, même si ça vient pas de sa formation politique. Mais c'est compliqué chez les... Tout dépend comment vous l'expliquez aux gens. Alors évidemment, si, par faute de mieux, mais est-ce que, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on amende les textes, on fait des propositions. Et je peux vous dire que si on nous propose un chèque, nous, on proposera d'augmenter les salaires et de laisser les Français vivre dignement pour permettre... Alors, il y a quelque chose que... Il y a eu un scandale sur... Il y a quelque chose que je n'apprécie pas, c'est qu'on me coupe la parole, monsieur Topaslan, vous le saurez. Vous êtes face à vos contradictions, il faut assumer aujourd'hui que vous êtes uniquement dans des postures politiciennes et que le quotidien et le pouvoir d'achat des Français ne vous intéressent pas plus que la posture politique de votre groupe à l'Assemblée nationale. C'est ça la réalité. Il y a une impolitesse qui est de couper la parole. Vous vouliez finir. On peut réagir quand même à vos propos. Voilà, donc on m'a fait perdre le fil de ma pensée. Vous vouliez vous vouliez faire des contre-propositions et amender un texte qui vous serait proposé, mais pas forcément voter celui qui était... on amende les textes et on écoute les propositions aussi de l'opposition, mais j'espère que nous serons dans la majorité, pour proposer une vie digne aux Français. Une proposition du Rassemblement national sur ce pouvoir d'achat? Écoutez, une proposition qui est dans notre programme présidentiel, c'est déjà la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques. Je pense que ça touche beaucoup de nos concitoyens, le gaz, l'électricité, l'essence, le diesel. Et déjà ça va leur donner une petite bouffée d'air. C'est aussi un panier de 100 produits de première nécessité, dont on mettra la TVA à 0%. Vous savez que le pouvoir d'achat est au cœur de notre programme, vraiment. Et moi, je travaille, je ne suis pas un professionnel de la politique. Et quand je vais faire le plein d'essence, j'ai un peu la larme à l'œil, comme beaucoup, et surtout ceux qui vivent en ruralité. Vous disiez que vous pouviez être d'accord sur un certain nombre de propositions. Est-ce que celle-ci, par exemple, Madame Amann, c'est quelque chose dans laquelle vous vous retrouvez ou pas du tout? J'irai même un peu plus loin. Le constat de Madame Fiat, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et les propositions du Rassemblement national sont très, très intéressantes. Bon, du côté Éric Zemmour, ce que nous, on avait vu, c'était plutôt d'essayer de rapprocher le salaire brut et le salaire net, ce qui ferait automatiquement donc une augmentation de salaire pour chacun. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Madame Fiat. Effectivement, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de cotisations? Il y en a moins et il faut mieux répartir les cotisations. Aujourd'hui, les cotisations sont uniquement sur le travail. Est-ce que c'est vraiment normal? Les gens qui travaillent sont taxés. C'est quand même pas logique.
Et moi, je trouve que c'est important quand même que les gens puissent vivre dignement de leur travail. Il faut leur donner le moyen de vivre dignement de leur travail. Et excusez-nous, mais vous coupez la parole à tout le monde, c'est vraiment pas poli et c'est désagréable. Contre-vérité, je suis désolé, on est obligé de réagir. La baisse des cotisations sociales, c'est aussi souvent un cheval de bataille de la droite, des Républicains. Vous vous retrouvez, par exemple, sur cette proposition-là? Si vous me permettez, je voudrais revenir sur la circonscription. Vous l'avez dit, on est sur une circonscription, sur un bassin industriel qui va, alors pas de Pont-à-Mousson à Jarny, mais de Maxéville à Jarny. C'est vraiment une circonscription, 108 communes avec des bassins de vie qui n'ont strictement rien à voir. Mais un point commun, bassin industriel. On a des grandes entreprises comme Saint-Gobain, la Sauvab, on a Azur Production. En ce moment, je rencontrais un maire du secteur de Chamblay. Voilà, il y a une crainte de la fermeture et de la perte de 200 emplois. Donc, augmenter le pouvoir d'achat, ça passe par quoi? Moi je constate depuis plusieurs mois, et je rencontre les gens, on ne vit plus dignement de son salaire. Mais on ne peut pas arriver et faire des chèques en blanc. Parce que c'est la politique menée par Emmanuel Macron depuis plusieurs années. On arrive, une manifestation, les Gilets jaunes, on fait des chèques. Non, il faut reprendre le système dans son ensemble, c'est-à-dire pas annoncer des chiffres, 1500, 1600, après on va monter à 2000, 3000. Enfin, ça n'a aucun sens. Est-ce que 1500, c'est assez? Donc je pense qu'il faut reprendre le système à sa base avec une grande réflexion et un grand moratoire sur le volet. Ce n'est pas une solution d'urgence quand les Français sont confrontés à une hausse des prix aujourd'hui. Tout à fait, mais également lancer la réflexion sur le fond. Là, aujourd'hui, on met des pansements. C'est comme le système de retraite, je pense qu'on en reparlera, mais aujourd'hui, c'est un scandale qu'une personne qui a travaillé toute sa vie ne puisse pas vivre dignement de sa retraite. Dans l'urgence, vous proposez quoi? Dans l'urgence, bien évidemment, je pense que c'est une bonne chose. Mais les chèques alimentaires, par exemple? Plus que le blocage des prix? Par exemple, mais à long terme, c'est-à-dire il faut lancer cette réflexion. Et moi, je trouve aujourd'hui que l'Assemblée nationale n'a pas joué son rôle depuis les Gilets jaunes, depuis 2018. Alors, en épluchant les chiffres de l'INSEE, on trouve d'autres choses très intéressantes. Regardez cette autre palette. Dans la circonscription dans laquelle vous vous présentez, on prend par exemple bien plus sa voiture qu'ailleurs pour aller travailler. 83% des actifs, vous allez les voir, ces chiffres, ils vont arriver. Très peu utilisent les transports en commun ou encore les modes doux, bien trop difficiles, voire impossibles. Ça dit quoi? Que l'augmentation du prix de l'essence, elle se fait bien plus sentir qu'ailleurs, à Gunther-Parslan? Oui, évidemment. Aujourd'hui, le modèle de développement de nos concitoyens, en particulier dans notre département, a été fait en sorte qu'on vit loin de notre lieu de travail. Et aujourd'hui, le transport est un élément important. Et donc, la problématique de la A31 et les transports en commun sur notre circonscription vont être essentiels. Et pour tous ces chantiers-là, on souhaite mener un travail en concertation avec la région pour trouver une solution à ces problématiques. Quelle pourrait être la solution? Vous avez une proposition? Propositions? Oui, ça peut être une solution, contrairement à des nationalisations qui sont un peu euphoriques, ça peut être une solution de mise en place d'un consortium qui permettrait de financer les travaux nécessaires, indispensables à l'élargissement, au verdissement et à la lutte contre les pollution de la A31, mais c'est également tout un travail d'investissement qui peut être fait sur les transports en commun. Et d'ailleurs, dans le cadre de France Relance, il y a eu une grande partie des investissements et des subventions qui ont été fléchées pour la transition écologique et le changement des modes de transport. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse en profiter avec nos collectivités locales en dépassant les clivages politiques dans l'intérêt de nos concitoyens. Caroline Fiat, vous connaissez bien le département, justement, plus de transports en commun, on en entend souvent parler, on ne les voit pas souvent venir. Comment vous feriez? Alors, le souci que ça, c'est un sujet très local, donc qui dépend de la région. En tant que député, on peut pousser les dossiers, des on territoires peut alerter. ruraux qui sont confrontés justement à cette absence de transport en commun, où on prend beaucoup sa voiture. Ça concerne du monde en France. Alors, ça concerne tous les territoires, j'ai envie de dire. Essentiellement aussi la 6e circonscription. Les transports en commun, c'est la région. Nous, en tant que députés, on transmet les dossiers, on essaye d'appuyer auprès des ministères ou auprès des régions en disant alerte, mais on vote les lois. Hélas, on ne décide pas... Bloquer les prix de l'essence. Voilà. Et pour donc, aider les gens. Est-ce que ça, c'est une bonne j'allais y idée? venir. Par contre, on peut proposer de bloquer les prix de l'essence. Nous proposons que les prix soient bloqués à 1,40 € le litre. C'est tout à fait faisable, c'est chiffré. Quand on voit les dividendes engrangés par Total, rien que l'année dernière, on peut bloquer les prix à 1,40 €. Contraindre Total, c'est possible? Oui, parce qu'il y a un moment donné, on ne peut pas imaginer que des gens puissent se permettre d'engranger, et que les plus petits se retrouvent la gorge nouée, serrée, le frigo vide et la voiture sur le bas de la route à ne pas pouvoir aller travailler. Enfin, il y a un moment donné, ça s'appelle le vivre ensemble.
Donc, vu les dividendes engrangés par Total, et c'est financé, on peut bloquer les prix à 1,40 € et on travaillera ainsi. Contraindre les grandes entreprises, vous pensez que c'est la bonne solution, Jeanne Amann? Non, ce n'est pas la bonne solution, et puis ça serait quelque chose de très très compliqué. Mais je crois qu'il faut revenir à la base du malaise. La base du malaise, ce n'est pas l'autoroute A31 tout seul qui va faire que dans la Le prix de l'essence a quand même beaucoup fait parler ces derniers temps. Oui, mais ce n'est pas pour ça que dans la circonscription, on va avoir des difficultés. Il faut voir ce qui s'est passé un petit peu dans les zones rurales. On a fermé les écoles, on a fermé les commerces. Résultat, tout le monde est obligé de prendre sa voiture et de faire des dizaines de kilomètres tous les jours. Il faudrait peut-être repenser un petit peu le modèle, revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des bus qui circulent dès 7 h du matin pour transporter des jeunes enfants pour aller à l'école primaire ? Faudrait quand même repenser un petit peu tout ça, et je pense que remettre un petit peu de sagesse dans notre société, ça serait quand même une bonne chose. De la sagesse, revenir en arrière ? Je peux terminer ? Oui, je vous en prie. Excusez-moi, hein. Mais dans l'immédiat, effectivement, bloquer le prix de l'essence, c'est indispensable, parce qu'il y a quand même des mesures d'urgence, on atteint des limites, et c'est ce que je disais tout en entrée, hein. À force de tirer, ça va finir par casser. Donc, il faut faire attention. Revenir en arrière, bloquer les prix. Jonathan Richier, je vous vois réagir. Oui, parce que ça me parle, quand vous parlez de mode doux, je pense qu'il va falloir changer les habitudes. Moi, je suis en charge de l'environnement et de la transition énergétique en tant que vice-président de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson. On a la vélo de voie verte, qui traverse notre territoire, et on a lancé un grand plan de maillage en termes de voies douces. Il y a un chiffre important à savoir. En zone rurale, c'est pas plus compliqué? Alors, dans les zones rurales, on a des zones rurales, donc des villages assez isolés, mais nous aussi des zones urbaines. Quand on regarde par exemple Pont-à-Mousson, Blénaud, Athon, ce sont des secteurs où on peut utiliser le vélo, bien évidemment. Quand on a 15, 20 ou 30 km pour aller travailler, c'est plus compliqué. Là, c'est différent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des déplacements sont effectués pour des distances de moins de 5 km. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a une grande réflexion à avoir pour inciter les gens à faire évoluer leur mode de déplacement. Mais bien sûr, on ne peut pas dans la ruralité. Et j'en veux beaucoup aux écologistes qui peuvent parfois être extrémistes de dire on stoppe le véhicule, on ne prend plus le véhicule et on prend le vélo. On ne prend pas le vélo, comme vous dites, pour faire 30 km. Par contre, on accompagne en tant que collectivité locale. C'est du concret. Et les députés pourraient nous accompagner là-dessus, ce qui n'est pas le cas, nous aider pour aller chercher des financements. Et quand on parle de France Relance, alors oui, c'est sûr, on a eu France Relance, mais on attend toujours les financements. Donc il y a un moment entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. On continue à parler énergie. On continue à parler énergie sous l'angle écologique. Quelle énergie pour demain? Comment gérer à la transition énergétique et le réchauffement climatique? Et on va prendre un exemple très concernant à Nomny. Dans votre circonscription, les habitants ont dit non le 15 mai dernier à l'installation d'éoliennes et à 80%. Alors pourquoi? Je vous propose d'écouter des citoyens que nous avons rencontrés il y a quelques jours. Moi, je me sens soulagé quelque part. Moi, j'étais non dès le départ, de toute façon. Mettre des éoliennes comme ça au beau milieu de la nature, pour moi, c'est pas logique, quoi. Moi, je travaille dans l'immobilier et je pense que ça aurait desservi ce secteur-là. L'éolien, pour nous, c'est pas la vitrine qu'on nous présente. À savoir que quand vous faites tourner une éolienne, ça produit effectivement de l'énergie renouvelable, mais quand elle tourne pas, vous avez recours à des centrales à gaz ou à charbon. On les entend, les gens ne voulaient pas d'éoliennes. Caroline Fiat, vous appartenez à une union politique de gauche avec les Verts favorables aux énergies renouvelables, les éoliennes en tête. Vous regrettez le résultat de ce référendum à Nomny? Non, puis je suis très très contente qu'il y ait eu un référendum, parce que c'est très demandé les référendums citoyens. Donc je félicite Anthony Caps qui a eu l'idée de... Et comment vous en parlez, comment vous justifiez cette réaction auprès de vos collègues maintenant, Verts par exemple? Eh bien non, mais moi je comprends tout à fait que ces éoliennes n'aient pas été acceptées par la population. Et nous, dans le programme, ce sont des éoliennes en mer qui prennent toute la puissance des vents des mers qui nous serviront en électricité, et en énergie. Et on peut entendre ici, on n'a pas la mer. Pour autant, sur les littoraux, il y a ma mère pas loin, mais non, mais on a besoin de toutes ces énergies renouvelables et il y en a plein. Et effectivement, la population, on peut entendre que avoir des grandes éoliennes à proximité des domiciles, la population n'en veut pas. Et nous, c'est ce qu'on souhaite avec la 6e République, c'est la population n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter? Est-ce qu'il y a des solutions photovoltaïques? On travaille ensemble
Et là, mais pour moi, c'est une réussite. Il y a eu concertation, il y a eu discussion, on a parlé écologie à Nomni, on a parlé des nouvelles solutions qui existaient. Voilà, et c'est pas parce que il n'y a pas le résultat que les gens auraient pu penser que je souhaitais, qui n'est pas forcément le cas, qu'on va être déçus. C'est une très très belle réussite. Anthony Boulogne, oui, effectivement, vous vouliez la parole, mais je me tourne vers vous. Vous avez tweeté la semaine dernière que vous étiez extrêmement heureux de ce référendum. Nous sommes contre cette énergie qui nous coûte cher, dégrade nos paysages, fait baisser le prix du foncier. Alors, vous en êtes réjoui, mais sûr. Comment on fait? Parce que c'est un petit peu la question. Aujourd'hui, par exemple, on voit que la moitié des réacteurs français sont à l'arrêt. Il faut trouver des solutions. Comment on fait? Bien sûr, je voudrais juste revenir sur ce référendum à Nomni. Je m'étais rendu auprès des habitants à leur rencontre, qui étaient majoritairement contre ce projet parce que ça fait baisser la valeur foncière de leurs habitations. Voilà, on sait très bien que c'est une énergie qui est extrêmement subventionnée, que les Français ont payé cher avec leurs impôts et qui n'est pas pérenne, qu'on ne peut pas stocker. Donc voilà, moi j'interpelle Madame Fiat sur sa position sur le nucléaire aussi. Parce que voilà, vous voulez du renouvelable, de l'éolien, de l'électricité, mais comment on fait en France en 2022? On veut tous rouler à l'électrique, c'est peut-être l'objectif un jour, mais on a besoin du nucléaire, il va falloir du nucléaire. Et M. Emmanuel Macron, qui était contre en début de son mandat, maintenant se rend compte de l'urgence. Et on est dans l'urgence aujourd'hui parce que la moitié de nos réacteurs vont bientôt être en réfection ou fermés. Donc nous, on est clairement pour le nucléaire. Ah non, mais nous, notre position, elle est claire. On peut se passer du nucléaire. Si. Et lisez toute la documentation qui existe, qui vous le prouve. Et si vous considérez que le nucléaire n'est pas dangereux pour notre pays, enfin pour le monde d'ailleurs, c'est votre position. Nous considérons que c'est très dangereux. Et on l'a vu ces dernières semaines avec ce qui se passe aussi en Ukraine. Donc, on stoppe. Il y a la moitié de nos centrales nucléaires qui ne fonctionnent plus bien, voire qui commencent à être dangereuses. Pourquoi continuer? Le jour où il y aura un incident, il sera trop tard de se dire « Ouh là là, on va réagir dans l'ordre ». La sécurité nucléaire dans notre pays, qui est vraiment un pilier vraiment de l'énergie atomique dans le monde entier aussi, je ne pense pas qu'il y ait de problème de sécurité avec l'énergie nucléaire dans notre pays. Erkine Topars-Lan, vous avez vous aussi été interpellé par Anthony Boulogne. Le nucléaire, ça reste l'avenir et dans le mix énergétique, le point central. Alors, c'est essentiel parce que la consommation d'énergie dans notre pays va augmenter. Encore une fois, on ne va pas demander aux gens d'emprunter des véhicules électriques sans assurer derrière la production d'énergie qui va bien. Derrière, c'est une hypocrisie de dire qu'en sortant du nucléaire, on va pouvoir assurer uniquement avec des énergies renouvelables la production d'électricité. La réalité, c'est qu'il nous faut du mix énergétique. Donc à ça, dans une planification à moyen et long terme, l'engagement du président de la République à construire de nouveaux EPR est essentiel dans cette démarche-là. Amélie Montchalin appelle aujourd'hui à la mobilisation générale. Exactement. Et en plus de ça, il y a un enjeu stratégique d'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, quelle est l'alternative aux centrales nucléaires? Ils vont nous demander, on va revenir comme en Allemagne, aux centrales au charbon, avec du charbon qu'on ira chercher chez les Russes, ou bien du gaz qu'on aura acheté chez eux. Et on aura une dépendance politique qui nous posera quelques problèmes en ce moment même. Donc aujourd'hui, l'indépendance, l'autonomie stratégique de la France au sein de l'Union européenne, ça passe par le nucléaire. Derrière, il ne faut pas perdre de vue aussi que la démarche vers les énergies renouvelables est essentielle. Il faut aller subventionner, aider l'innovation dans ce sens-là. Et donc c'est pour ça que la proposition du président de la République sur la production d'énergie sur les 10 et 15 prochaines années va être essentielle. Enfin, la contradiction près, c'est que les copains cégétistes de Caroline Fiat ont été vent debout contre la fermeture de Fessenheim, qui n'est pas très loin de chez nous. Aujourd'hui, on va leur expliquer qu'il va falloir fermer Cattenom et les autres centrales nucléaires. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore une contradiction de l'union du rafistolage politique d'extrême gauche. Je vous laisse répondre juste après. Jonathan Richer voulait prendre la parole, je vous en prie. Non, mais je pense qu'on entend beaucoup de choses là, mais je pense que vous ne maîtrisez pas le sujet. Je vous le dis sincèrement. Enfin, moi, je le vis. Aujourd'hui, je suis sur un territoire, à la communauté de communes et au pôle d'équipe territoriale et rurale, en charge des questions énergétiques. Vous parlez d'éolien, vous ne maîtrisez pas le sujet sur Nomni. Ça ne concernait pas, même vous, Monsieur Boulogne, ça ne concernait pas les habitants de Nomni, ça concernait Jean-de-Lincourt. Parce que si vous êtes allé à Jean-de-Lincourt, les éoliennes auraient été posées juste devant le banc communal de Jean-de-Lincourt. Et c'était les personnes-là qui étaient impactées visuellement. C'est la commune de Nomni aussi. Attendez, non, mais c'est pas le fait d'aller parler à 2-3 personnes. Quand on parle de mix énergétique, c'est une réalité. On parle de l'éolien. Il faut savoir qu'une éolienne de 5 MW, elle permet d'arroser 4000 foyers. C'est une réalité. Donc on ne peut pas, à mon avis, mettre de côté complètement le sujet éolien. Il faut le réfléchir, le penser ensemble, avec l'ensemble des habitants d'une collectivité, voire d'un bassin de vie. Parce qu'il n'y a pas que la commune qui est concernée, il y a les voisins. Mais quand on parle de mix énergétique, on parle aussi de panneaux photovoltaïques, d'agrivoltaïque, de méthanisation. Donc c'est tous
ces éléments-là de développement durable qu'on va devoir faire évoluer. Aujourd'hui, je rappelle, un chiffre important, seulement 20% de l'énergie consommée en France est de l'énergie renouvelable. Jeanne Amann, vous voyez, lever les yeux au ciel pendant que tout le monde s'exprimait. Donc vous, les éoliennes, vous trouvez ça bien ou pas? Alors, personnellement, dans ma commune, je me suis levé contre un projet d'éolienne. Notre maire avait eu la bonne idée d'avoir un projet de 6 éoliennes de 250 mètres de haut. Imaginez sur le village l'impact que ça aurait eu. Bon, alors quel impact il s'est arrêté. L'impact visuel, l'impact sur le foncier, et puis le bruit, 250 mètres de haut, des petites tours Eiffel à côté de chez nous. Imaginez. Alors, bon... C'est bien, quoi. L'éolien, c'est beau, c'est joli, avec le vent, de l'énergie. Vous avez l'air de trouver ça très beau. Hein. C'est génial, quoi. C'est beau, mais bon, ça marche pas. En fait, c'est très, très polluant, l'éolien. Hein. C'est vrai que l'énergie la moins polluante aujourd'hui, c'est quand même le nucléaire. Bon, maintenant... c'est une énergie décarbonée. C'est une énergie décarbonée. Maintenant, effectivement, on peut faire du photovoltaïque, on peut faire de l'éolien, on peut faire d'autres centrales, mais on sait très bien qu'à côté de ça, on va installer des centrales à gaz, on va installer des centrales au charbon, voire des centrales au pétrole. C'est sûr. Et aujourd'hui, maintenant... Ah non, pas du tout. Et aujourd'hui, maintenant, en plus, on a eu notre gaz qui venait de Russie, par exemple, on a eu la bonne idée de dire, on n'achète plus le gaz russe, on va aller le chercher aux États-Unis, on va donc aller chercher du gaz de schiste aux États-Unis. Je vous laisse passer le bilan carbone. On va transporter tout ça jusqu'en... le gaz russe. Vous étiez pour ça? C'était les amis d'Éric Zemmour. On va ramener donc tout ce gaz-là en France, à travers des méthaniers. On n'a toujours pas les installations d'ailleurs pour le débarquer. Enfin, vous vous rendez compte la pollution qu'on est en train de générer? Alors, on aurait donc dû garder le gaz russe. Avant de dire on va garder le gaz russe ou avant de dire on ne gardera pas le gaz russe, il aurait peut-être fallu un petit peu mieux discuter avec Poutine, voir un petit peu quel était le problème fondamental. Là, on va rejoindre le problème de la guerre en Ukraine, qui est quand même un problème très, très, très complexe et qui vient impacter totalement, en fait, aujourd'hui, notre politique énergétique. C'est pas si complexe que ça, en réalité. C'est très bien. Si vous êtes capable d'aller discuter, de rendre le problème pas complexe, vous êtes quelqu'un d'absolument formidable. Parce que nous, on a été bientôt ministre. On verra bien, c'est le président qui décidera de ça, mais en vrai, c'est pas complexe. On a une attaque d'un pays, d'un régime totalitaire envers une démocratie en Europe. Mais quelles sont les origines de l'attaque? Ne dites pas comme ça, c'est un peu simpliste votre point de vue. C'est un peu simpliste. Tous ceux qui trouvaient des excuses à cette attaque-là, l'inversement des responsabilités, c'est ce que vous faites là. Non. On n'aurait peut-être pas dû parler différemment à Poutine. Vous déviez du débat, on parle de transition écologique. On peut en parler. On parle quand même de... La géopolitique est aussi énergétique de temps à autre. Vous savez, on va revenir un petit peu à la transition écologique. Hein. Le jour où vous aurez une éolienne dans le parc de l'Élysée, ou bien au Louvre, ou bien en face du Touquet, là, je changerai peut-être de position sur les éoliens. La démagogie. Mais c'est ça la réflexion qu'il faut avoir, c'est de se dire... C'est Paris qui décide pour les autres. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre ce sujet de côté. Il faut réfléchir sur des territoires où il n'y aura pas d'impact visuel. L'offshore, c'est une solution, mais vous avez des plaines qui peuvent s'y prêter. Donc c'est certain qu'à Pont-à-Mousson, on ne va pas poser une éolienne sur la place du Roc. On ne va pas poser une éolienne au centre de Jarny. Non, et c'est pour ça que la question doit revenir aux collectivités territoriales. L'urgence climatique est loin d'être réglée. Ah, vous vouliez répondre je voulais bien répondre dernière fois. Je vous en prie. Non, parce qu'on m'a quand même dit que je ne maîtrisais rien. Donc moi, je parlais de la votation citoyenne. Je ne vois pas en quoi je ne maîtrise rien dans la votation citoyenne. Mais voilà, c'est juste une précision. Vous parliez de photovoltaïque, j'en ai parlé juste avant. Comme quoi, vous voyez, on maîtrise à peu près les mêmes choses. Et concernant mes amis... cégétistes et je ne sais plus, alors la tambouille ou je ne sais plus quel mot vous avez pris. Les industries gazières. Non, mais monsieur Topaslan, je vais vous l'offrir. On a un programme et je vous invite à lire parce que vu que vous n'en avez pas, au moins vous pourrez lire le nôtre. Et vous lirez. C'est le vôtre ou les écolos ou c'est du PS? Celui de la nouvelle Union populaire écologique et sociale que nous avons écrit tous ensemble et dans lequel vous pourrez lire que sur certains sujets, dont le nucléaire, certains partis politiques garderont leur vote. Ah donc vous n'êtes pas tous d'accord en fait, c'est ça? Eh bien, évidemment, on a créé un programme. Vous savez, nous, c'est pas et de droite et de gauche, et puis c'est quand même assez gênant, on votera comme ça parce qu'on nous l'a demandé. Nous, on a sur certains points des désaccords et nous les assumons et c'est écrit dans le programme. Le chèque énergie, vous avez voté contre. Nous, on a un programme, on écrit nos désaccords. Jean-Luc Mélenchon vous l'a demandé. C'est ce qui est dommage. On ne vous mettra pas d'accord ce soir sur le sujet. Vous n'avez pas de programme, on ne comprend pas quel est votre programme. On va continuer à en parler, s'il vous plaît, parce que s'il y a urgence climatique, il y a aussi urgence à soigner l'hôpital éprouvé par la crise sanitaire, en souffrance absolue. Quel hôpital pour demain? On en parle maintenant, des urgences qui doivent parfois fermer par manque d'effectifs. On le vit sur notre territoire, à Remiremont la semaine dernière, par exemple, à Briey ou encore à Toul. L'une des solutions
pour certains d'entre vous, c'est la réintégration des soignants suspendus, ceux qui ont refusé la vaccination. Caroline Fiat, vous avez tweeté il y a quelques jours, vous avez interpellé Olivier Véran, qui était alors ministre de la Santé. Qu'attendez-vous pour réintégrer les soignants suspendus? Même tweet quasiment de votre part, Anthony Boulogne, du Rassemblement national. Leur mise à l'écart est une honte, a des conséquences désastreuses sur notre système de santé. Est-ce que ça veut dire qu'au moins sur ce point-là, vous êtes d'accord? Alors, je pense que M. Topassan sera d'accord avec nous, parce que moi, j'ai interpellé suite à une proposition d'Emmanuel Macron. Il a dit que c'était une urgence et que si la situation sanitaire allait mieux, comme promis en octobre ou novembre l'année dernière, les soignants seraient réintégrés. La situation sanitaire va mieux, il est urgent de réintégrer les soignants. Moi, je me suis pris une salve d'insultes en me disant que j'étais dangereuse ou quoi que ce soit de la part de militants de LREM, sauf que j'ai dû rappeler que moi, j'ai juste fait de reprendre une proposition d'Emmanuel Macron, comme quoi, quand une proposition est intelligente, on la reprend. Voilà, donc oui, effectivement, il faut le faire et je ne vois très peu de gens contre. Ergun Toparslan, effectivement, vous êtes interpellé. Le président Macron était favorable il y a quelques semaines à leur réintégration, effectivement. Il a l'air moins enthousiaste aujourd'hui à l'idée. Et vous, votre avis? Tout est une question de timing. En réalité, quand on tient... Est-ce que c'est le moment alors? En réalité, quand on tient ces propos, quand on est au pic de l'épidémie, quand on a une épidémie qui reprend en particulier dans les EHPAD et dans les maisons de retraite, excusez-moi, mais là, pour le coup, c'est pas une position qu'on peut tenir. Aujourd'hui, quand l'épidémie est un peu plus basse, c'est une question qu'on peut se poser. Derrière, la bonne réponse, je ne peux pas l'avoir exactement tout de suite maintenant, mais il faut prendre en compte tous ces sujets-là. Mais derrière, ce qu'il y a le vrai problème derrière, c'est que l'arrière-fond de tout ça, c'est en réalité une position anti-vax. C'est de dire, mais en fait, ils ont bien fait de ne pas se faire vacciner. En réalité, le vaccin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et c'est derrière ce populisme-là que jouent toutes ces peurs-là. Une question d'anti-vax, une question de à liberté. l'époque où la crise épidémique était à son sommet, évidemment, on n'intégrait pas ces personnes-là. Aujourd'hui, peut-être la situation épidémique le permettra. Et dès que ce soit possible, évidemment, ils seront intégrés une fois qu'on n'aura plus l'obligation pour qu'ils puissent exercer leur métier. Je rappelle, ils sont 15 000 soignants en grand test à avoir été suspendus. Je vous voyais vouloir réagir, Anthony Boulogne. Oui, moi je demande effectivement, le Rassemblement national l'a demandé, leur réintégration immédiate et qu'on leur verse leur salaire perdu. Parce que c'est une profonde injustice. On l'a vu pendant la crise du Covid. On leur a demandé de travailler au début de la crise avec des blouses, des sacs poubelles. On les applaudissait à 20h et maintenant on les traite un peu comme des moins que rien. On leur fait perdre leur travail alors qu'ils ont toujours été dévoués à leurs patients et à notre pays. Donc franchement, c'est un peu... L'argument de refus de la science qui a parfois été opposé par certains médecins. Mais la liberté vaccinale est propre à chacun. Voilà, c'est en conscience. Et je suis désolé, quand on a demandé aux soignants d'aller travailler alors qu'ils avaient le Covid, et je pense que Mme Fiat pourra confirmer aussi, il n'y avait pas de problème là. Donc non, c'est la liberté vaccinale, c'est une liberté. Nos soignants l'ont aussi comme n'importe quel citoyen. Mais quand on met en danger la vie des autres, c'est plus de la liberté. On ne respecte plus la liberté des autres. Parce que allez-y, et ensuite Madame Amal. On transmet le virus quand on n'est pas vacciné. Non, parce que là, on m'a tout à l'heure dit que je faisais des contre-vérités. On a demandé aux soignants de se vacciner par altruisme pour protéger nos patients. C'est très bien. Sauf que quand ensuite on nous demande d'aller vacciner porteurs du Covid parce qu'on est asymptomatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes, qu'on n'a pas de température, tout ça, qu'on peut aller travailler. Quand on nous demande porteurs du virus d'aller travailler, c'est-à-dire potentiellement de donner le virus à nos patients, l'argument ne tient plus. L'argument ne tient plus. C'est plus de l'altruisme, parce qu'on peut mettre en danger nos patients. On ne peut pas dire à quelqu'un, vaccine-toi pour ne pas donner le virus aux patients, et après dire aux personnes, tu as le virus, va travailler. Ça ne marche pas. Oui, mais c'est vous le voyez seul moyen hocher... pour empêcher l'épidémie de se répandre. Je vous voyais hocher. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec tout ça? Je suis tout à fait d'accord avec le Rassemblement national et puis avec Mme Fiat. Je trouve que vraiment leurs positions sont très très intéressantes et que les macronistes là-dessus ont été vraiment indignes. Avoir réjecté 15 000 personnes d'un système de santé qui était déjà en faillite, c'est vraiment une honte. 60 000 morts, c'est pas indigne. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut à tout prix réintégrer ces gens-là et leur rendre leur salaire perdu. Attendez, chez vous, les Républicains, vous avez tranché le sujet? René Raymond avait bien défini la chose, les extrêmes se rassemblent. C'est ce qu'on constate ici. Sur le sujet, il y a une décision qui a été prise, qui a été votée par les élus représentants du peuple. Moi, ce que je reproche, voilà, j'étais par principe favorable à la vaccination obligatoire. Ce que je reproche, c'est comment ont été stigmatisées les personnes qui ne voulaient pas se vacciner. Je pense qu'il fallait faire de la pédagogie, il fallait expliquer. Il ne fallait pas dire « je vais les emmerder ».
Sur les soignants suspendus, vous les réintégrez ou pas? La question est simple. Aujourd'hui, il faut voir où on en est au niveau de l'état de contamination du pays. Et si demain, bien évidemment, on a atteint l'immunité collective, on pourra les réintégrer, bien évidemment. Pas de position de principe. Donc, je reste avec vous, Jonathan Richier, et je me tourne également vers vous, Ergun Toparslan. Vous représentez des formations qui ont eu le pouvoir ces 20 dernières années. En Meurthe-et-Moselle, entre 20 et 2020, chiffres officiels, 38% des lits ont été supprimés à l'hôpital. Une part a été transférée en EHPAD, l'autre dans ce que l'on appelle la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qu'on peut sortir la journée, mais pas du tout à équivalence. Est-ce que vous reconnaissez des erreurs de vos partis respectifs, Jonathan Richier? Moi, ce que je reconnais, c'est qu'aujourd'hui, la mise en place de l'ARS, c'était une fausse bonne idée. C'est pas normal qu'aujourd'hui, l'ARS Grand Est, il y ait un montant, un fonctionnement à 50 millions d'euros. Est-ce que vous reconnaissez que cette gestion comptable de l'hôpital, a fortiori par votre parti, il y a quelques années, est-ce qu'il y a une responsabilité? Mais c'est une gestion comptable de la France qu'il faut stopper. Aujourd'hui, il nous manque une gestion humaine. Donc, la mise en place des ARS, et il faut parler concrètement, je pense qu'il faut enlever tous ces salariés des bureaux et aller recruter des soignants. Ce sont des soignants dont on a besoin. Juste encore des chiffres. Je parle beaucoup de chiffres, mais c'est parlant. 2 millions de soignants, il en manque 60 000 aujourd'hui, minimum. Et je ne parle pas des aidants. Donc aujourd'hui, s'il y a eu des erreurs, c'est le passé. Autant rectifier les choses. Mais rapidement, on ne peut plus attendre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, j'assume que la gestion et l'approche qu'il y a eu, notamment dans le milieu de la santé, n'a pas été bonne lors de ces dernières années. Et j'assume aussi que dans le bilan de notre quinquennat, on a en fin de quinquennat, c'est peut-être arrivé tardivement, ça je peux le comprendre, je peux l'attendre, une proposition qui a été faite, notamment le Ségur de la santé, avec 19 milliards et surtout 420 millions d'euros qui ont été mis pour le CHU de Nancy-Brabois avec le maintien des postes. Et je vais Vous avez supprimé 17 000 lits pendant la préfecture. Je vais être tout à fait... C'est un mea culpa, mais j'assume aussi que notre députée sortante là-dessus, à part le fait de ne pas avoir voté le Ségur de la santé, a fait des propositions concrètes dès le début de son quinquennat sur le sujet-là. Et ça, je ne suis pas dans une position partisane pour ne pas l'avouer et le dire aujourd'hui. Caroline Fiat, un compliment. Oui, et puis je vais expliquer pourquoi j'ai pas voté le Ségur, parce que les gens pourront aller voir sur le site de l'Assemblée nationale, parce que ça a duré très longtemps ce débat. J'ai expliqué que gagner plus pour maltraiter plus, hélas, même si on aime bien gagner plus d'argent, ça ne suffirait pas et que les démissions continueraient. Olivier Véran m'a dit, on mettra les chiffres en ligne et tout le monde pourra voir. Les démissions continuent, les urgences ferment. Voilà pourquoi j'ai voté contre le Ségur. Tout à l'heure, vous me disiez, est-ce qu'on peut voter contre un chèque de 50 €? Des fois, pour alarmer, il faut voter contre pour dire, non, ce n'est pas la solution. J'avais fait des propositions pour dire, voilà ce qu'il faut pour sauver nos hôpitaux, pour sauver nos établissements de santé. Ça n'a pas été suivi d'effet. Aujourd'hui, 120 services d'urgence en mode dégradé ou fermé. Voilà le résultat de ne pas écouter son opposition. Il ne reste que quelques minutes. Comment on rend cette profession plus attractive? On le voit bien un peu à l'instar de ce qui se passe dans l'éducation nationale. Les gens ne veulent plus y aller. Jeanne Amann. Alors c'est un problème qui touche un petit peu l'ensemble des services régaliens de l'État. C'est pas que la santé, effectivement, on peut parler de ça, on peut parler de la justice. Les gens ne veulent plus y aller dans ce genre de métier. Alors la première chose déjà, c'est qu'il faut un petit peu les revaloriser quand même, parce qu'on voit financièrement, ils sont complètement déconnectés de la réalité en fait de tout à chacun. Il faut donc revaloriser cette profession. Ensuite, il faut respecter la profession. On va reprendre la santé. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais enfin ça donne un petit peu une idée. C'est une personne qui m'a dit ça. Pour un soignant, on a un administratif. Est-ce que vraiment, derrière chaque soignant, il y a besoin de mettre un administratif qui est en train de surveiller ce que fait le soignant? Ou qui travaille véritablement à faire de l'administratif. Et c'est vraiment partout pareil. Donc il faut redonner un petit peu de pouvoir à chacun et redonner un peu plus de liberté à chacun. Pour rendre la profession plus attractive, Anthony Boulogne? Exactement, revalorisation des salaires, que ce soit dans la santé, dans l'enseignement. On voit qu'on est quand même en bas du classement de l'OCDE sur la rémunération de nos soignants, de nos enseignants, donc c'est essentiel. Et ça participe aussi à l'attractivité des postes qui sont proposés, et que ce soit dans l'hôpital public ou dans l'enseignement public, mais aussi pour les professions libérales. Je pense à nos aides-soignantes, nos infirmières, peut-être penser à une baisse de charge. Voilà, pour les infirmières et soignantes en profession libérale, ça permet aussi de redonner un petit coup de boost et d'attractivité à l'emploi. L'utilisation et les charges qui, je le dis, malgré tout, financent aussi le système. Ergun Toparslan, vous, comment rendre cette profession plus attractive? Alors, on a beaucoup parlé de rémunération, ça suffit? Pas toujours, j'ai l'impression. Non, il faut prendre en compte des rémunérations. Évidemment, ça a été amorcé avec le Ségur. Et il faut prendre également en compte le manque d'effectifs, parce qu'aujourd'hui, les aides-soignants, les infirmiers, en particulier dans les EHPAD, doivent
traiter beaucoup de personnes, beaucoup de patients. Et aujourd'hui, on a une problématique de formation. C'est pour ça que nous, en priorité dans le gouvernement, c'est ce qu'on soutiendra, c'est ce que je soutiendrai en tant que député si je suis élu. Je pousserai la formation et l'augmentation du nombre d'apprentis et l'amélioration de la formation de nos aides-soignants et des infirmiers qui va être essentielle pour les prochaines années parce qu'en plus de notre retard, on va avoir un besoin qui va être croissant là-dessus. Encore faut-il pouvoir les recruter. Et Jonathan Richier, une proposition là-dessus ? Alors, revaloriser les carrières, c'est une chose, mais aussi moderniser les établissements. Quand on visite les établissements hospitaliers aujourd'hui sur notre territoire, alors en Meurthe-et-Moselle, on se rend compte qu'il y a des services où les jeunes infirmières, et ma compagne a été concernée, il n'y avait pas de vestiaires, hommes-femmes, c'était des vestiaires mixtes, pas de possibilité de se doucher. Donc ce sont des conditions de travail qu'il faut faire évoluer. C'est également les formations, et heureusement que les collectivités locales sont présentes. Je regarde la région Grand Est, c'est la région qui a ouvert les vannes en matière de formation professionnelle des paramédicaux. Donc il faut que l'État prenne exemple sur la région Grand Est. Incitons les jeunes à s'investir, mais pour travailler dans des conditions décentes. Tout le monde est donc d'accord au moins sur une revalorisation salariale de ces métiers. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. En quelques mots, il nous reste 17 secondes. Moyens techniques, moyens humains, moyens financiers, pas de problème de formation. Les IFAS et les IFSI de Meurthe-et-Moselle sont les meilleurs et il faut juste redonner envie d'aller dedans. Merci beaucoup. Vous allez voir apparaître à l'antenne les autres candidats à la députation de cette 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle qui n'étaient pas présents sur notre plateau. Premier tour le 12 juin. À suivre votre rendez-vous de proximité en Moselle, puis votre JT. Amateur de politique, France 3 Lorraine programme un autre débat ce soir à 23h15. Lodoris Gravel vous dira tout de la 2e circonscription de Meuse. Très belle soirée à tous.